BDO. Il faut que la poubelle soit l'exception et que la seconde vie soit la norme. En 2025, est-ce que tu peux t'asseoir à la table d'un salarié et dire je vaux 1000 fois plus que toi, 10 000 fois plus que toi? Parfois, c'est plus simple d'arriver sur un marché qui a déjà été évangélisé que de celui qui va essuyer les plâtres. La bataille n'est pas gagnée, non, clairement pas. Il y a encore beaucoup de boulot et il faut qu'on continue à crier fort parce que sinon, on va se faire éteindre. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Moreau, un entrepreneur français emblématique de la Tech for Good. Il est le cofondateur de Phoenix, créé en 2014, une start-up pionnière dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ancien banquier d'affaires originaire de Toulouse, Jean a opéré un virage de carrière radical pour redonner du sens à son travail. Aujourd'hui président de Phoenix, il est devenu l'une des figures de proue de l'économie sociale et solidaire en France, en conciliant avec brio valeurs, engagement et performance économique. Je suis très honoré de le recevoir. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud et merci pour cette intro. Originaire de Toulouse, tu as vécu dans quel environnement? Des parents entrepreneurs? Non, j'ai vécu une enfance heureuse, si on va dans la psychanalyse. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants, donc j'ai 3 petits frères. Ouais. Donc famille nombreuse. Moi, ça a commencé dans une famille nombreuse, ça a commencé dans une famille de médecins plutôt. Mhm. Mon père est médecin, ma mère était mère au foyer. Et voilà, j'ai passé de 0 à 20 ans à Toulouse. J'ai fait toutes mes études là-bas. On est proche des Pyrénées, pas trop loin de la Méditerranée, pas trop loin de l'océan Atlantique. Un peu enclavé, mais non, c'est une belle ville, quoi. C'est une belle ville, d'ailleurs, qui a le vent en poupe. Hein. Tu as fait ESSEC Sciences Po? Ouais. C'est ça? Ouais. Pourquoi? Déjà une idée ou une volonté de business ou bon élève et donc voie classique ou déjà un début d'idée? Alors, Faire après. Les deux, mon capitaine, dans la mesure où, à l'origine, tu vois, l'aîné d'une famille de médecins, assez loin du monde du business, parce que mes 2 grands-parents étaient médecins, mon père était médecin, donc pas de... Ils l'ont bien vécu que tu fasses Ouais, la ça médecine? va. Ouais, ça va. Un peu de frustration, Ouais. mais moi, c'est un métier qui m'aurait plu, mais les études qui mènent à ça me donnaient pas envie, quoi. Ouais. Je trouve ça trop long et trop fastidieux et assez scolaire, même si après le métier est magnifique. Je trouve que les 10 ans pour faire ta spécialité, ça m'a un peu rebuté. Ouais. Donc j'essaie de faire un truc... alors effectivement, il y a un côté bon élève, et donc on va dans la voie qui ferme le moins de portes possible, la voie un peu généraliste de l'école de commerce. Donc, j'ai fait 2 ans de prépa, j'ai atterri à l'ESSEC, j'ai passé 4 ans là-bas. J'ai même fait une licence de droit en parallèle pour compléter un peu la panoplie de savoir-faire. Et puis au bout de 4 ans à l'ESSEC, j'étais heureux. Tu vois, l'environnement était chouette, j'ai appris plein de choses, notamment dans les stages, mais pas uniquement. Mais je ne me projetais pas dans un univers 100% marchand. Et je voulais rajouter une dimension intérêt général et utilité publique à mon parcours, en disant j'ai pas l'âme d'un businessman pur et dur. J'aime le commerce et j'aime faire du business. J'ai pas de rejet du système capitaliste. Mais si on peut rajouter une surcouche à vocation sociale, environnementale, ou les deux, c'est bien. Donc j'avais déjà un peu cette intuition-là, d'où mon parcours à Sciences Po pour aller chercher ça, quoi, aller dans une école, institution publique qui prépare à des carrières là-dedans. Et puis Phoenix, c'est un peu un mix des deux, quoi. Il y a un côté business, mais il y a ce supplément d'âme intérêt général qui a une bonne retranscription de mon parcours académique. Et entre-temps, j'ai fait 5-6 ans de banque d'affaires. Ouais, t'es quand même resté dans le monde financier quelque temps. T'étais ambitieux, tu t'es allé à l'ESSEC, t'allais faire tout ça par ambition, par volonté de faire quelque chose de plus grand Ouais, j'étais ambitieux. Ouais. C'est un mot pas toujours bien vu, mais j'étais... On n'ose pas forcément trop dire en France, mais... Mais si, j'étais ambitieux, je pense en partie par nature, en partie aussi poussé. Et toujours dans la volonté d'être d'être dans la meilleure de la classe, pour aller dans la meilleure prépa, pour aller dans la meilleure école, pour sortir avec le meilleur job. Avec le meilleur job, dans les meilleurs salaires, dans les boîtes les plus prestigieuses. Donc ça, c'est un peu une course à l'échalote qui est plus tellement à la mode, mais en tout cas, moi, je suis conscient d'avoir suivi ce track-là. Banquier d'affaires, donc, pendant quelques années. Ouais, 5-6 ans de banque d'affaires où j'étais I've been a good boy, from stagiaire, analyste, associate, et puis chez Merrill Lynch, donc une banque américaine qui a été engloutie en 2008
pendant les subprimes et la chute de Lehman Brothers par Bank of America, mais qui est toujours debout, enfin, en tout cas rattaché à Bank of America. Et c'était un super premier pas dans le monde professionnel. Beaucoup d'exigences, beaucoup d'intensité, beaucoup de travail. Ouais, voie royale aussi pour les belles formations, les belle carte de visite derrière et fast track pour apprendre des choses et bosser beaucoup. Il y a un élément déclencheur, quand on dit remettre du sens, il y a un événement qui t'a fait prendre conscience, qui a créé réellement une volonté d'avoir un métier plus porteur de sens pour toi. Il y a eu une série d'événements qui ont fait que j'ai fini par faire la bascule. Mais il n'y a pas eu de trigger ponctuel du jour au lendemain où je me suis réveillé un matin en disant allez hop, c'est parti, je claque ma démission. C'était plutôt, alors à la fois déjà le sentiment de pas être pleinement épanoui dans mon métier précédent. Et avec parfois la petite voix qui dit non mais c'est un caprice de sale gosse. Et quand tout va bien, c'est-à-dire tu as un bon CDI dans une belle boîte avec un bon salaire et un métier intéressant, stratégique, un peu grisant, il faut forcément que je trouve un truc qui ne va pas. Et ce truc qui n'allait pas pour moi, c'était le manque de sens, le manque d'impact. Et presque la frustration de me dire, quitte à bosser 100 heures, 120 heures par semaine, j'aimerais que cette énergie-là soit mise au service d'un truc encore plus noble ou plus utile en tout cas. Parce que c'est un métier noble, hein, la finance et tout, mais je voulais que ce soit plus utile à la société. Et donc c'était ça un peu ma crise de sens, c'était me sentir utile au quotidien, être fier de ce que je fais, au-delà juste du prestige et du confort matériel. Et puis après... des rencontres à Sciences Po, pas mal de lectures aussi, sur un peu je vais pas faire le philosophe, mais sur le sens de la vie, l'attachement aux choses matérielles, qu'est-ce qu'une vie réussie, qu'est-ce qui fait que je serai heureux dans 20 ans. Est-ce que c'est avoir 2, 3, 4 voitures de collection et 3 maisons secondaires plus un bateau, par les bonus et le track managing director, ou est-ce que c'est la fierté de contribuer à changer un peu le système de l'intérieur, à réinventer des pratiques. Et donc voilà, je me suis dit ok. Tu as fait ton choix. J'ai fait mon choix. Je ne porte pas de jugement sur les gens qui restent au chaud dans ces métiers-là, qui sont des beaux métiers. Mais voilà, moi j'avais en 2012-2013, alors c'était un peu en avance de phase par rapport à ce qui est devenu presque une tendance sur la quête de sens et l'envie de... Oui, j'allais dire, tu étais déjà un peu précurseur. L'envie de make the world a better place, qui est maintenant plus mainstream chez les jeunes générations, et d'ailleurs aussi les moins jeunes, mais en tout cas c'était ça moi qui était mon driver au fond. Et donc j'ai commencé à regarder en parallèle de mon job, à commencer à faire un peu de... comment on appelle ça, de discovery, d'exploration, d'idéation. Les lectures dont tu nous parles, il y a une lecture en particulier que tu pourrais recommander, enfin des choses qui pourraient créer ce type de je sais pas si je prise de conscience. Je sais pas si je souhaite aux gens, mais si, moi, il y a pas mal. Moi, déjà, moi, je lisais pas mal les philosophes grecs, que ce soit les stoïciens, les cyniques, etc. Marc Aurèle. Et puis il y a un ou deux livres aussi comme Le désert des Tartares de Dino Buzzati sur l'absurdité de la vie et sur l'éternel recommencement et sur qui est intéressant à lire aussi pour se projeter. J'ai l'impression d'être un peu là-dedans, quoi, de pas sortir la tarte à la fraise du pied hamster dans la roue, mais je me voyais pas forcément faire ce métier-là pendant 10, 15, 20 ans. Et puis en plus, plus tu restes, plus tu es cornerisé, et puis après c'est dur de bouger, donc je m'étais dit ok, si je bouge pas maintenant, après je serais trop flagué finance et je serais dans un entonnoir où je pourrais faire que de la finance ou du M&A. Tu ne pourras plus en sortir. Ouais, très difficilement. T'en avais parlé à ta famille, tes amis Ouais. T'as eu quel type de réaction face à ça quand on a fait ESSEC, Sciences Po, qu'on est en banque d'affaires, entre guillemets, effectivement, voie royale, chemin tracé, un bon job, un bon salaire, et que tu te dis j'ai un problème de sens et je vais arrêter? J'ai pas eu les réactions que je souhaitais, mais c'était anticipable en fait. C'était genre, à la fois les copains de promo qui comprennent pas pourquoi, comme tu le dis, on abandonne ce confort alors qu'on a une voie toute tracée. À la fois les anciens collègues qui comprennent pas non plus pourquoi on quitte cet univers qui est quand même chouette et qui est prenant. Et puis en plus, j'imagine comme en audit ou en conseil, mais dans les banques d'affaires, tu bosses tellement ensemble jour et nuit, week-end compris, que ça crée une vraie équipe. Donc c'est un peu un crève-cœur de quitter ça. Côté famille aussi, pareil, mais évidemment les parents au premier rang, des parents qui ont fait beaucoup d'efforts, payé des études, en pensant qu'après c'était hop, risqué et que je partais sur une voie royale et qu'en fait là je me remets à risque à 30 ans à repartir de zéro et l'année de mon mariage quand tu commences à avoir un prix immobilier sur le dos, etc. Donc je comprends les frustrations, la peur et l'aversion au risque. Ma femme pour le coup m'a soutenu, donc ça c'était chouette. J'ai quelques potes qui ont compris, qui m'ont aidé, mais sinon dans l'ensemble c'était plutôt de l'incompréhension ou côté un peu inconscient, quoi. Crise d'adolescence à retardement,
crise de la quarantaine anticipée. Et toi, tu l'as pas eu à un moment donné? T'as pas eu peur de te dire, effectivement, j'ai un crédit IMO, je lâche quelque chose qui me sécurise et je vais aller entreprendre dans quel que soit l'entrepreneuriat d'ailleurs. Si, bien sûr que ça se fait pas, avec le recul, c'est pas inconscient, mais c'était une prise de risque claire. Après, c'était aussi le deal. Quand j'étais parti en banque d'affaires, je m'étais dit ça aussi. Je m'étais dit, bon, allez, je vais faire 4-5 ans là-bas. Comme ça, je vais mettre un peu d'argent de côté. Et je vais mettre un peu les bouchées doubles. Et je pourrais me permettre de perdre 1, 2, 3 ans sur un projet entrepreneurial qui peut faire pchit. Donc, j'avais un peu capturé ça Ouais, c'était pas totalement... je m'étais dit, au pire, voilà, même si jamais je me plante, all in all, j'aurais pas perdu non plus beaucoup de temps parce que le système fait que j'avais gagné un peu de temps. Donc, mais c'est franchement quand tu quittes. Enfin, ce qui m'a frappé, c'est l'énorme déconnexion entre le monde du big corporate, des grandes entreprises, des banques d'affaires, et après quand tu rentres dans l'économie réelle, les pieds sur le carrelage dans un magasin Leclerc, et quand tu vois ce que c'est convaincre une PME de faire un chèque de 10, 15, 20 000 euros, 30 000 euros, ça paraît presque irréel. Les fees qui demandent en banque d'affaires par million, avec le recul, ça me paraissait tellement facile. Et alors que quand tu repars de zéro et que tu crées une boîte, tu vois à quel point c'est dur d'aller verser 200 salaires par mois et il faut se lever tôt. Donc c'est là où je me dis ok, j'ai pris une claque quoi. J'ai pris une claque en fait on a été dans une sphère un peu hors sol. On surfait sur des PDF et sur des tableaux Excel et sans comprendre quels étaient les produits derrière, quelles étaient les dynamiques de vente. Et un peu déconnecté. Un peu déconnecté. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de Phoenix, de ce que vous faites et puis surtout de la manière dont... Alors, tu disais que tu avais commencé à faire des recherches, à lire. Comment est venue l'idée de Phoenix? Alors, moi, encore une fois, mon driver, c'était créer quelque chose d'utile, qui ait de l'impact social et ou environnemental, et idéalement les deux. Donc, quand j'ai commencé à lever la tête pour regarder ce qui se faisait, je me suis dit, ok, je vais aller voir dans ce qu'on appelle l'ESS, à l'époque, l'économie sociale et solidaire. À l'ESSEC, il y avait une chaire, la chaire d'économie sociale et solidaire. Donc, l'ESSEC était assez en pointe là-dessus, donc j'avais suivi quelques cours, j'avais une petite culture là-dessus. Donc, je regardais un peu les modèles qui se faisaient. Il y avait, parmi les boîtes les plus pionnières, il y avait quelque chose qui s'appelle Microdon, que vous connaissez peut-être, qui est l'arrondi sur salaire, ou l'arrondi sur ticket de caisse chez Franprix, Monoprix, Decathlon. Quand tu passes en caisse, au lieu de payer 13,95 €, tu vas payer 14 et filer 5 centimes à la Ligue contre le cancer. Donc ça, c'était un modèle qui fonctionnait bien, qui m'inspirait. Ce genre de petits gestes du quotidien qui changent la donne. Il y a une boîte qui s'appelle Recyclivre aussi, qui est une sorte d'Amazon sur les bouquins, avec une logique d'insertion derrière, où en fait ils vont racheter les livres d'occasion chez toi, ou les récupérer gratuitement, les remettre en forme dans un chantier d'insertion, un ESAT, avec des personnes handicapées, ou donner de l'emploi, et après les revendre sur une marketplace. Et ça, c'est pareil, c'était un modèle un peu pionnier, assez inspirant. Et donc ça, je me suis dit, ok, c'est cool. Ces modèles-là sont chouettes, parce qu'ils utilisent la technologie pour faire le bien, par petites touches. Et donc, voilà, j'ai regardé ça. On a creusé l'univers de l'éducation, l'univers du vivre ensemble, du bien vieillir. Et finalement, on est tombé dans le monde du déchet. Et au départ, l'intention, c'était de créer une application plutôt C2C, du consommateur au consommateur. C'était ça l'étincelle de départ sur Phoenix. C'était qu'est-ce qui se passe quand tu pars en vacances l'été pendant 3 semaines et qu'il faut que tu vides ton frigo parce que de toute façon, tu n'es pas là et que si tu reviens fin août, tes fruits seront pourris dans le bac à fruits et tes yaourts auront périmé. Donc on se disait, c'est bizarre qu'il n'y ait pas une appli hyper simple où en 3 clics, tu puisses dire je pars en week-end prolongé, donc qui veut mon reste de pizza, qui veut la fin de mon jus d'orange, qui veut mes 3 yaourts et mes 5 pommes, et pouvoir les donner soit à un SDF dans la rue, soit à l'assaut du coin, soit même à ta copro ou à des étudiants dans ton immeuble. Donc on est parti de ce truc-là, qui était typiquement ce qu'on appelle une fausse bonne idée, puisque tout le monde était excité par l'idée d'une application C2C où tu puisses faire du partage de restes, de l'anti-gaspillage et de l'entraide. Mais bon, petit volume, pas de modèle économique, des problèmes sanitaires, on ne sait pas si les produits ont été congelés, décongelés, recongelés, tu vois, chaîne du froid respectée ou pas. Voire même si on a pu mettre du cyanure ou de la ciguë dans un truc, quand on tire le trait. Donc on a failli arrêter, et finalement, comme souvent dans le monde des startups, on a fait ce qu'on appelle des petits pivots successifs, et on s'est dit, en fait, on va garder l'intuition de départ, à savoir le digital au service de l'anti-gaspi et de la solidarité. Et au lieu de faire un modèle C2C, c'est-à-dire du conso au conso, on va brancher plutôt une supply, une offre plutôt B2B, et en face, non pas des consommateurs individuels, mais des associations caritatives. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé sur Phoenix, qui aujourd'hui connecte ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez,
Ceux qui ont trop, ce sont les magasins, les usines, les fabricants. Donc ça va du Franprix de quartier jusqu'au gros Leclerc de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, Auchan, Intermarché, Super U, Biocop, ou les Danone, les Nestlé de ce monde, quoi, qui ont des usines avec des produits déclassés, des produits qui arrivent en date de péremption. Tu peux nous dire, quand tu dis ils ont trop, t'avais déjà analysé entre guillemets le marché, quoi, de dire quel est l'impact du gaspillage aujourd'hui? Ouais. En tout cas, la première chose, c'est qu'on parle souvent d'innovation, etc. Dans cet univers, mais en fait, nous, c'était vraiment de l'innovation incrémentale. Hein. On n'a rien inventé, si je suis transparent. On a repéré une bonne pratique qui était la collecte des invendus par les assos caritatives. Donc, tu vois, Coluche, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le Secours catholique, le Secours islamique, ils n'ont pas attendu Phoenix pour aller faire des collectes en magasin. C'est simplement qu'on avait constaté que c'était fait de façon éparse, pas systématisée, dans un magasin sur 20 à l'époque, parce qu'il y avait un chef de rayon ou une chef de rayon qui avait un peu la fibre écolo solidaire et qui mettait de côté les invendus. Et c'était fait de façon très artisanale, à base de coups de téléphone, en disant tiens, j'ai 2 palettes de mangue, est-ce que tu veux passer demain matin? En face, il fallait qu'il y ait un bénévole avec un camion, une distribution le soir même. Et c'était fait à base de coups de tampon au cul du camion, papier, stylo, feuille volante, pas de traçabilité. Donc on s'est dit on va prendre ce truc-là, qui est une bonne pratique, et on va l'amener à l'échelle et on va le digitaliser pour que ce soit hyper fluide et que le geste du don solidaire soit aussi simple que le geste de la poubelle. Puisqu'avant, c'est de là qu'est venue un peu la révolte entrepreneuriale de Phoenix, les invendus étaient sortis des rayons à J-3, J-2 par rapport à la date de péremption. Parce que les chefs de rayon se réalisaient que les gens allaient chercher au fond des rayons la référence la plus longue et allaient prendre la date la plus courte, la plus longue possible. Donc quand le produit arrivait à J-2, J-3, il était plus vendable, en tout cas plus à taux plein. Et donc c'était mis à la poubelle et puis après incinéré, enfoui, ou voire eau de javel ou des stops dans la poubelle pour paquet de glanage par des SDF dans les trucs. Donc ça, on s'est dit il faut que ça s'arrête. C'est une absurdité sociale, environnementale et économique. Et il faut que la poubelle soit l'exception et que la seconde vie soit la norme. Et donc voilà, on s'est dit avec une application, ça va être simple pour le chef de rayon de dire salut, j'ai ça, qui veut? Et l'offre est propulsée à toutes les assos. Les assos viennent récolter la chose. Donc encore une fois, posture d'humilité, on a juste digitalisé et professionnalisé une activité qui était existante. C'est souvent ça qui marche, hein, c'est souvent ça les meilleurs modèles, plus que de vouloir réinventer la roue ou créer un truc trop innovant. C'est plus comment améliorer l'exécution de quelque chose qui marche et qui mériterait de marcher encore mieux. Ça a marché tout de suite? Alors ça a marché tout de suite, oui, mais au départ ça ne marchait pas assez vite. Pourquoi ? Parce qu'on avait un modèle d'abonnement. Donc on s'est dit, ok, notre métier c'est d'être une plateforme digitale, donc une sorte de logiciel. Et donc on va vendre à nos clients un abonnement mensuel en disant, voilà, souscrivez à la plateforme Phoenix Connect. Et comme ça vous mettez vos invendus en ligne et en face vous aurez des assos qui vont les récupérer. Et pour ça c'est un forfait à 150 € par mois et par magasin. Et ce modèle-là, qui était un modèle de souscription, d'abonnement, qui avait le mérite d'avoir de la récurrence et de la visibilité sur les flux, il ne permettait pas d'aller assez vite commercialement. Donc on a fait un autre pivot qui était de dire, ok, en fait, on va prendre un modèle économique au succès pour aligner les intérêts et pour faire en sorte que ça décolle, quoi. Et là, ça a tout changé. Et quand on a passé sur un modèle au succès, c'est-à-dire basé sur les volumes, un peu comme un agent immobilier ou comme une banque d'affaires d'ailleurs, une commission au succès sur la transaction, en disant, confiez-nous vos invendus. Si on les valorise et qu'on les replace, vous prenez une commission au succès sur ce qu'on arrive à faire. Et si on n'arrive pas à replacer les palettes et qu'elles sont toujours dans la poubelle, 15% de zéro, c'est zéro. Donc, et quand on a fait ce pivot-là au succès, ça a levé tous les freins commerciaux et on a commencé à signer pas mal de magasins de grande distribution sur la promesse on va transformer un centre de coût, le produit invendu, invendable, en centre. C'est un coût pour les entreprises? Aujourd'hui, oui. Parce que si on refait l'équation de manière simple, pour un magasin Franprix, Casino, Monoprix, peu importe, et qui a acheté sa palette de briques de lait auprès de Candia, donc il a décaissé le prix d'achat, enfin il a payé la matière première, il a payé les produits. Ça a pris de la place dans son stock, ça a pris de la place dans son rayon, il ne les vend pas, donc perte de chiffre d'affaires. Et en plus, non seulement il ne les vend pas, mais en plus il a une double peine qui est il doit les détruire. Et pour les détruire, il doit payer à une prestation. Donc ça, c'est le métier de Suez, Veolia, Paprec, de Richebourg, tous les gros acteurs du waste management traditionnel, qui ont un modèle où en fait, ils facturent la location de la benne, ils facturent chaque rotation du camion poubelle, et puis ils facturent un coût à la tonne, quoi, pour la destruction. Et donc nous, mécaniquement, par un système de vases communicants,
étant donné qu'on détourne des flux de la poubelle, eh ben, on divise par 1, 2, 3, on divise par 2 ou 3 la facturation de biodéchets. Et donc on crée de la valeur là-dessus. En tout cas, on réduit les coûts de destruction, parce que les produits sont pris en charge par les assos caritatives au lieu d'être pris en charge par le camion des prestataires de déchets. Donc première raison d'avoir le sourire, cost killing, réduction de coûts mécaniques sur la partie gestion des déchets. Et deuxième levier de création de valeur, quand le produit est donné à une asso, il donne droit à une réduction fiscale de l'ordre de 60% de la valeur en stock du produit donné. C'est un don à une œuvre d'intérêt général, donc c'est ouvert à défiscalisation. Donc voilà, l'un dans l'autre, moins de coûts et réduction d'impôts sur la perte sèche fait que c'est beaucoup plus intelligent et ça a plus de sens que de le donner et de le gérer intelligemment que de le détruire et de payer pour détruire. Donc voilà comment on a créé de la valeur, voilà comment le modèle de succès nous a permis de décoller, et donc à partir de là, ça allait beaucoup plus vite. Ouais. Et puis donc on a fait 100 000 € la première année, 600 000, 1,8 million, 3,5 millions, donc ouais, une trajectoire assez explosive au départ. Ouais. Et là, vous en êtes où aujourd'hui? Combien de collaborateurs? Aujourd'hui, on est 200 à peu près. France, Espagne, Portugal et Belgique. Et on fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça reste une petite PME, mais qui a quand même bien grossi en une dizaine d'années. Et en passage, on a quand même la fierté surtout. Et c'est ça qu'il faut souligner, d'avoir sauvé de la poubelle près de 500 millions de repas et redistribué 500 millions de repas. Donc c'est ce reporting à la fois financier, création d'emplois et extra-financier dont on est fier. Il y avait d'autres modèles à l'international comme celui-là ou je ne sais pas si on peut parler de concurrents, mais tu as des concurrents aujourd'hui? Alors en 2013-2014, quand on s'est lancé, il n'y en avait pas. Après, il y en a un ou deux qui se sont créés. Alors, il y en a qui sont créés au UK, en Irlande, quelque chose qui s'appelle Food Cloud, qui est un peu sur le même principe que Phoenix. Fairshare aussi, au UK. Et puis après, la concurrence, elle est venue plus tard, du Danemark, avec une entreprise qui s'appelle Too Good To Go, qui est basée, qui est née à Copenhague et qui arrive en France en 2018-2019. Qui est un modèle un peu différent du nôtre, mais on est sur les mêmes volumes, donc il y a de la cannibalisation. C'est-à-dire qu'eux sont arrivés en France en disant nous, on ne va pas donner les invendus aux assos, on va les revendre à prix cassé aux consommateurs dans des paniers anti-gaspi en last minute, quoi. Tu vois, un peu comme dans un magasin, que ce soit une sandwicherie ou une pizzeria ou un magasin de grande distribution. 2-3 heures à la fermeture du magasin, on brade les restes et ils sont vendus dans des paniers anti-gaspi, des paniers mystères où tu vas avoir pour 5 € décaissés, tu vas avoir entre 12 et 15 € de valeur. C'est juste des produits qui périment le soir même et donc il faut les manger rapidement, mais c'est gagnant-gagnant. Et donc nous, quand on a vu venir cette nouvelle tendance-là, qui était du B2C, anti-gaspi mais B2C, qui venait un peu aussi à notre tour cannibaliser nos volumes, de la même façon que nous, on a fait fondre un peu les volumes de biodéchets pour les acteurs de la grande distribution. Oui, j'allais dire, finalement, c'est les de Richebourg, Veolia, etc. Eux, tu leur as fait perdre du business. Et nous, inversement, en miroir, cette nouvelle tendance d'application B2C nous a fait perdre du business et donc a aussi un peu déshabillé les aides alimentaires. Et donc, nous, on a répliqué en disant OK, on va lancer notre propre application, Phoenix. Donc, on a mis un pied du B2B vers le B2C et on a lancé en interne une application pour un peu contrecarrer, en tout cas. Répondre à ces nouvelles tendances de marché, c'était en 2019, donc 5 ans après la création de Phoenix. Et on a créé from scratch en interne, sous format un peu business unit intrapreneurial, donc une startup au sein de la startup, une application grand public qui est sur le même principe où en fait on revend à prix cassé les invendus. Et on essaye nous de ménager un peu la chèvre et le chou et de faire en sorte que... Une partie part aux assos. Ouais, voilà. De pas non plus complètement déshabiller Paul pour habiller Jacques, de pas détourner les produits des gens qui en auraient vraiment besoin, à savoir les plus démunis. Et de pas non plus revendre des produits qu'à des bobos. Donc voilà, on essaie de trouver un équilibre qui est pas toujours simple, mais qui est chouette. Qui est chouette. Les deux ont du sens parce que sur les applis anti-gaspi, tu as aussi de l'impact social dans la mesure où tu redonnes du pouvoir d'achat aux consommateurs et aux consommatrices. Et dans la phase d'inflation qu'on a connue et qu'on va peut-être connaître à nouveau avec tous les droits de douane, c'est un bon plan pour économiser jusqu'à 100-200 € par mois sur le budget alimentation, ce qui est pas rien. Il y a eu des moments de difficulté, des portes qui se ferment, alors oui, c'est des retours où on t'a dit mais en fait ton idée c'est pas une bonne idée, il n'y a pas de modèle, enfin. Non, je pense que tu as raison. L'idée, elle paraît assez simple, ça paraît du bon sens et pour le coup ça en est, vraiment.
Ça en est vraiment. Il y a juste, pour nous, il y a eu 2 grosses difficultés. Ça paraît évident, mais ça a encore perçu comme du nice to have. Tu vois, on a du mal à remonter dans l'agenda stratégique des clients et ça reste un truc. Pour la grande distribution, le métier, c'est gérer les appros, avoir des magasins bien tenus, avec du personnel en rayon fiable et ponctuel et avec des rayons pleins, quoi. Et leur métier, c'est de vendre. Et à la limite, la casse, la démarque, la fin de vie des produits, c'est accessoire, c'est capturé dans le modèle, c'est refacturé au client dans le prix de vente final. Donc, c'est pas un truc essentiel au magasin. Dans un magasin, je sais pas, un Leclerc, si tu débranches le système de caisse, c'est la panique. Si tu débranches Phoenix, les poubelles vont se remplir un petit peu, mais c'est pas. Donc, on n'a pas réussi à. Tout ce qui est nice to have, dans des moments compliqués, exactement, etc. C'est là qu'on coupe. Donc, ça, c'est le premier truc. Même le deuxième difficulté à laquelle on a fait face, c'est que ça paraissait tellement évident que certains clients se sont dit, en fait, on va le faire nous-mêmes, c'est une bonne pratique, ou alors on va apprendre avec Phoenix pendant 3-4 ans, et puis après, on va internaliser. Surtout dans la grande distribution, qui ne sont pas des enfants de cœur, qui sont des centimiers, et qui font gaffe à chaque ligne de business, et c'est ça. Ils se sont dit, ok, en fait, on va créer notre propre application B2C, on va créer notre propre panier anti-gaspi, on va créer notre propre communauté d'acheteurs, on va créer notre propre réseau d'associations, voire même notre propre plateforme pour gérer la traçabilité des dons, etc. Donc, on a une dynamique un peu d'internalisation ou de copycat interne. Et la troisième difficulté, c'est que c'était une activité nouvelle. Et donc, on a été market maker. Et donc, avec tout le côté vertueux du pionnier, d'évangélisation, de conduite du changement. Mais parfois, c'est plus simple d'arriver sur un marché qui a déjà été évangélisé et d'arriver un peu plutôt en second mover ou en fast follower plutôt qu'en être celui qui va essuyer les plâtres. Et c'est vrai aussi pour la levée de fonds. Pour la levée de fonds, quand on s'est créé en 2014, il n'y avait pas toute cette dynamique autour de l'impact investing, des fonds article 9, des fonds CSRD, de la green finance, de la finance positive. Donc on était une sorte d'animal hybride, difficile à lire, mi-business, mi-associatif, avec à la fois un modèle économique, de l'attraction, mais en même temps avec une sorte d'ADN un peu solidaire. Donc pas évident d'évangéliser. On a eu assez vite le soutien de Raise, qu'on a cité en ouverture du podcast, donc Clara et Gonzague, qui nous ont assez vite prêté de l'argent à taux zéro, puis fait des prêts relais et tout, donc c'était chouette. Et c'est parce qu'elle correspond très bien à leur finalité, à leur vision. Mais c'était pas la norme à l'époque, quoi. Donc on a dû un peu éduquer le marché. Et puis depuis maintenant, je pense qu'il y a un fonds d'impact qui se crée par semaine. C'est plus tendance. C'est devenu chouette. Où est-ce que tu veux l'emmener? Où est-ce que tu penses que tu peux l'emmener? Alors moi, je le dis souvent, mais je vais le redire ici. Je trouve la magie des modèles qu'on porte dans le SS, dans l'impact, c'est qu'on a des missions qui commandent qu'on soit ambitieux et qui méritent qu'on soit ambitieux. Parce que quand on lutte contre la précarité alimentaire, quand on lutte contre la pauvreté, quand on lutte contre le gaspillage de ressources, il n'y a pas de raison de s'auto-censurer ou de faire une petite boîte. Si je m'écoutais, on devrait pouvoir renverser la table et devenir le modèle dominant. Et Phoenix devrait demain devenir le Veolia en frontline, et Veolia devrait être la fin de chaîne, quoi. On va valoriser tout ce qu'on peut en revente à prix cassé, en dons aux assos, en dons à la SPA, au centre équestre, aux animaux. Et puis à la fin, vraiment, le biodéchet résiduel, il part en incinération, en destruction. Et donc moi, idéalement, dans l'intention, j'aimerais arriver à ça, quoi. J'aimerais renverser le rapport de force et dire Phoenix, c'est l'évidence, et la gestion à l'ancienne des déchets est la seconde roue du carrosse, et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ces groupes-là font 30, 40 milliards, et pourquoi nous, péniblement, on fait 10, 15, 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi, selon toi? Il y a des décennies à rattraper. Je pense qu'il y a une question aussi de moyens. Tu vois, moi, je me pose la question de savoir si au bout de 10-12 ans de Phoenix, on n'est pas non plus quelque part pas loin d'être au bout de ce qu'on peut faire tout seul avec nos petits moyens, nos petits bras, et pour vraiment changer l'échelle. Enfin, on a montré que c'était possible. On a montré que le modèle était viable, qu'il était rentable, qu'il pouvait grossir, que c'était une sorte d'évidence sociale, économique, environnementale. Et maintenant, peut-être qu'il faut qu'on s'adosse à un plus gros pour justement polémiser et changer de dimension pour de vrai, quoi. Plutôt que de faire des petits sauts de puce de 3, 4, 5, 10, 20 millions d'euros d'année par année. Donc, question de moyens, question de maturité de marché, question de soutien politique, question d'évidence pour les clients, peut-être aussi de changement de génération chez certains décideurs. Mais ça va prendre un peu de temps, mais on est sur la bonne voie. Je reste optimiste. Tu parlais de soutien politique. Ça fait partie de ton job, toi, de dirigeant, aujourd'hui? Oui.
Ouais. le lobbying. Il y a des choses qu'on pourrait changer. Des Alors, combats des combats que tu portes sur le. On a eu de la sur le chance. Hein. domaine. Ouais, on a eu de la chance. Moi, je pense que déjà, mon tour à Sciences Po m'a aidé à comprendre aussi cet univers-là. Avec le recul, c'était pas inutile de comprendre comment fonctionne une proposition de loi, un projet de loi, comment c'est voté dans la navette parlementaire entre l'Assemblée et le Sénat, tout ce jeu. Donc tout ce jeu-là, c'était chouette d'avoir à la fois un peu de réseau dans le cabinet ministériel, d'anciens de ma promo, et puis à la fois de comprendre tout simplement comment ça se passe, quoi, parce que sinon, quand on est loin de ce truc-là, c'est compliqué à détricoter. Et donc nous, on a eu la chance d'avoir eu 3 lois qui nous ont aidés. Et franchement, pas mal de vent dans les voiles quand même sur le contexte réglementaire. En tout cas, au moins sur le papier, parce qu'après, il y a toujours un décalage entre la loi et son application concrète. Mais nous, on a surfé d'abord sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir une fiscalité qui est incitative. Les fameux 60% de réduction d'impôt, qui fait qu'en fait, tu as quand même tout à fait intérêt à donner, à valoriser plutôt qu'à détruire. Par-dessus ça, ça c'est une loi qui date des années Coluche, 81. Ensuite, par-dessus ça, en 2017, est sortie une loi qui s'appelle la loi Garot, qui interdit le gaspillage alimentaire dans les surfaces de vente de 400 mètres carrés et plus. Donc dans n'importe quel Franprix ou Casino Shop ou Carrefour City de quartier, tu ne peux plus détruire et brûler des invendus ou les mettre à la poubelle s'ils sont encore consommables, sous peine de 10 000 € d'amende par infraction. Donc ça, c'était une loi qui a rendu le gaspillage alimentaire délictuel. Tu as même du pénal pour le directeur ou la directrice de magasin. Et après, en miroir, 5 ans plus tard, en 2021, la même loi a été étendue aux invendus non alimentaires, dans une loi qui s'appelle la loi AGEC, AGEC pour anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été portée par Brune Poisson, qui était maintenant directrice RSE chez Accor, ancienne ministre de l'écologie. Et elle a dit, en fait, de la même façon qu'on ne peut plus détruire de la nourriture, on ne peut plus incinérer des fringues dans la fast fashion, on ne peut plus détruire des jouets après Noël, on ne peut plus scraper des crèmes solaires en septembre, on ne peut plus enfouir des collections de parquets déréférencés chez Leroy Merlin ou Castorama. Et donc tout ça nous a fait... tout le monde s'est excité en disant c'est bon, vous avez un boulevard. Et en fait, ce qu'on a vécu, nous, c'est quand même que il y a en fait assez peu de contrôle, assez peu d'amendes emblématiques. Il n'y a pas de police du gaspillage. Et donc, il n'y a pas vraiment de peur du gendarme. Donc, il y a un cadre réglementaire qui a fait du bruit, qui a été repris médiatiquement, qui a mis la lumière sur le sujet. Mais ça n'a pas été non plus game changer pour nous du jour au lendemain, en mode, grâce à ça, on va signer des contrats à plusieurs millions d'euros. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Il faudrait juste appliquer la loi. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le contexte réglementaire. Il faudrait juste maintenant que l'État mette des moyens, soit via l'ADEME, qui est l'Agence de la maîtrise de l'environnement, soit via soit la DGCCRF, la répression des fraudes, soit via les ministères différents, à Bercy et à l'alimentation, pour venir faire des contrôles concrètement en point de vente, pour savoir est-ce que les poubelles débordent encore d'invendus consommables. Si oui, boum, amende et bad buzz. Et après traîner de poudre, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc encore une fois, la peur du gendarme fait qu'aujourd'hui la clé de voûte du dispositif, c'est l'équation économique. Et donc nos clients, ils y vont parce que réduction de coûts, optimisation et revenus supplémentaires. Et ils y vont pas parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts ou parce qu'ils ont peur de se prendre une amende. Et l'autre chose qui a déclenché des signatures chez nos clients, c'est pour le coup la peur du bad buzz et la peur d'une caméra cachée avec Élise Lucet, Hugo Clément et là un capital un dimanche soir ou un envoyé spécial un jeudi soir fait que en fait, du coup tu n'as plus envie de jouer avec ça et tu te mets ceinture bretelle et tu passes par un prestataire pour t'assurer que c'est carré. Tu as une autre casquette dans le combat, ou tout du moins dans ce que tu portes, dans le mouvement Impact France. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer Impact France, déjà, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Le mouvement Impact France, c'est un mouvement qui a maintenant une douzaine d'années, disons, et qui est né comme le MOVE, M-O-U-V-E-S, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et qu'après, nous, on a fait évoluer en Impact France. En gros, la vocation de ce mouvement, c'est d'être une sorte d'alternative au MEDEF. En tout cas, de dire... Dans le syndicalisme salarial, il y a plusieurs nuances de gris, de la CGT à la CFDT, en passant par FO. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans la représentation un peu patronale. Il y a le MEDEF, il y a un peu la CPME, qui fait du bon boulot. Mais voilà, il manquait, je trouvais, dans le paysage représentatif français, un syndicat patronal un peu plus progressiste, plus ouvert aux questions environnementales, sociales, et un peu moins sans caricature, mais un peu moins dans le patronat à l'ancienne,
très dirigiste et les valeurs classiques de libéralisme et de croissance, hyper-croissance. Donc voilà, on a voulu incarner ça en disant on est une alternative au MEDEF, sans agressivité, juste en disant il n'y a pas que le MEDEF, il n'y a pas que Pierre Gattaz, il n'y a pas que Patrick Martin, il n'y a pas que Geoffroy Roux de Bézieux, il y a aussi une autre génération de patrons et patronnes qui portent une autre vision du rôle de l'entreprise et qui accordent autant d'importance à l'objet social, environnemental qu'à la performance économique. Et en tout cas, voilà, et aussi dans la façon de gérer une boîte, dans la façon de gouverner une entreprise, de manager, dans la façon parfois aussi de répartir la richesse, de partager l'information, la transparence, bref. Donc, t'es allé jusque-là, toi, avec Phoenix? Ça serait mentir que de dire qu'on est 100% exemplaire, mais on a fait quand même des choses assez fortes. Alors nous, on n'est pas entreprise à mission, on est entreprise B Corp. Donc on a fait tout le process B Corp, on a été certifié déjà une première fois, puis une deuxième fois, puis recertifié récemment. Avec une logique d'amélioration continue, il faut s'améliorer pour ne pas perdre le label. Entreprise à mission, je n'y suis pas allé parce qu'on considérait qu'on était à mission by design et dans l'objet même de la boîte. Par contre, après, on a fait une autre chose qui est moins connue, mais que je vais décrire. On a pris un label qui s'appelle l'agrément ESUS, ESUS, qui veut dire Entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui a trait à tout ce qui est lucrativité limitée. Et donc ça passe par 2 engagements forts qui sont dans la doc juridique de la boîte, donc dans les statuts et dans le pacte d'associés, qui sont l'encadrement des salaires, d'une part, et le plafonnement des dividendes, d'autre part. L'encadrement des salaires, ça veut dire que on s'est engagé, nous, statutairement, à ne pas dépasser un écart de 1 à 10 entre le plus bas salaire de la boîte et le plus haut salaire. Et en fait, dans la vraie vie, on est plutôt de 1 à 5. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que dans le monde actuel, c'est compliqué de justifier et d'assumer des écarts de 1 à 1000 ou de 1 à 10 000, comme on peut le voir parfois dans le CAC 40. Et de dire, en 2025, est-ce que tu peux t'asseoir à la table d'un salarié et dire je vaux 1000 fois plus que toi, 10 000 fois plus que toi, 100 000 fois plus que toi? Je pense que c'est pas acceptable et ça fait partie des problèmes de société. Donc nous, on s'est dit déjà de 1 à 10, ça laisse de la marge. De 1 à 5, c'est tout à fait viable. Donc voilà, premier engagement. Et deuxième engagement, on ne peut redistribuer que 50% du résultat net en dividendes, maximum, ce qu'on appelle le payout ratio. Et le reste est redistribué et réinvesti dans la boîte pour des projets de croissance ou alors donné à des assos partenaires de Phoenix. Donc, encore une fois, c'est pas un truc ayatolesque, c'est pas un truc non plus hyper radical, c'est pas non plus hyper contraignant, mais c'est un geste dans la réinvention du capitalisme, dans la redistribution des richesses un peu plus équitable. Et ça peut faire peur à des investisseurs. Oui, j'allais dire les fonds que ça peut faire peur au capital. Sur les 2 dimensions, parce qu'ils se disent attends, mais comment on va tirer des talents si on est capé à 5 fois le SMIC ou à 10 fois le SMIC ou à 150 000 euros? La vérité, c'est que dans une start-up qui en croissance entre 0 et 10 ans, n'a pas non plus la capacité à verser des salaires de 200 000, 300 000 euros comme ça. Enfin, en tout cas, tu es contraint par d'autres choses, donc c'est pas ultra contraignant. Et puis, si le salaire d'entrée, c'est 3 000 euros brut, mensuel, tu peux quand même aller jusqu'à 300 000 euros, 30 000 euros, pardon. Donc bon, ça laisse quand même de la marge. Et deuxième chose, sur les dividendes, c'est pareil. Sur les dividendes, je trouve que c'est assez fair de dire, déjà, il faut en sortir, des dividendes, ce qui n'est pas non plus gagné. Sur une PME peut-être, mais sur une start-up en croissance, voilà. Et après, ça reste un équilibre, quoi. 50%, c'est bien aussi. Donc nous, à la fin, on a réussi à convaincre les investisseurs. Mais c'est vrai que ça fait tiquer. En due diligence, quand ils relisent la documentation et qu'ils tombent là-dessus, c'est un sujet de discussion. Pourquoi l'avoir fait? Pareil, par question d'engagement, d'exemplarité. Pour les collaborateurs? Pour la gloire. Pour les collaborateurs, franchement, c'est pour attirer des talents, c'est chouette aussi. Ça montre... ça donne du concret. Ça donne du corps et du concret à des engagements. C'est pas juste déclaratif, c'est pas juste bullshit. En fait, on fait des choses et on les fait pour de vrai. Et c'est contraignant. Et la preuve, c'est pas juste une ligne dans un rapport à RSE annuel pour faire ça opérationnalise. Pour faire joli. Ça opérationnalise. C'est assez fort. C'est assez fort et c'est parlant. Et ça permettait pour nous aussi, ça permettait autre chose, plus lié au business. Ça permettait de pas de pacifier, mais de bien montrer au monde associatif que même si on était une boîte, il y avait des garde-fous et que ça facilitait peut-être la capacité à travailler avec les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire, parce qu'on se dise ok, c'est une boîte, ils font de l'argent sur ce secteur-là, mais avec une sorte de lucrativité encadrée, limitée, qui fait que
C'est pas des loups déguisés en agneaux, et Ouais. ils sont pas en train de marchandiser le monde de l'aide alimentaire, quoi. T'as la même énergie que quand t'as démarré? Est-ce que t'as toujours la même énergie pour continuer de faire croître la boîte? Est-ce que... L'unfair advantage de ces modèles à impact, c'est que la mission quand même permet de rester motivé dans la durée. J'aurais jamais tenu 11 ans, 12 ans si j'avais Sans impact? sans sens et sans impact. Là, le fait de savoir pourquoi on se lève, le fait d'avoir des témoignages d'associations, le fait d'avoir des reviews sur l'app Phoenix de consommateurs qui disent permettez de finir mes mois et de boucler la boucle, enfin, ça donne de l'élan et de la motivation et ça redonne un peu le feu sacré. Donc sans ça, j'aurais pas tenu 12 ans. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que Phoenix, c'est un peu comme une série. Il y a eu la saison 1, on était 2 cofondateurs en mode bootstrap avec 1000 euros de capital, 500 euros chacun, et on a fait comme ça de 2014 à 2019, jusqu'à une première grosse levée de fonds de 15 millions d'euros. Ensuite, mon associé il est parti un peu dans la foulée de cette levée de fonds pendant le Covid, entre 2 vagues de Covid, en fin 2020, début 2021. Donc là, j'ai ouvert une nouvelle séquence qui était un peu la saison 2 de la série Phoenix, de 2020 à 2025, où pendant 5 ans, j'étais devenu de facto solo founder. Et en tout cas, j'avais bien sûr un comex et une équipe, mais j'étais le seul à porter un peu la boîte à bout de bras. Et c'était à la fois excitant, mais un peu usant aussi. Et là, on vient d'ouvrir la saison 3, et donc, comme tu le disais, là, j'ai commencé à dire, ok, est-ce que je suis encore la bonne personne au bout de 10 ans, dont 5 tout seul à la tête du navire? Et donc là, je viens de nommer un DG qui est arrivé en fin d'année dernière. Et donc, moi, ça va me permettre on est encore dans la phase d'onboarding, passation, mais ça va me permettre de prendre du recul à horizon quelques trimestres et d'apporter du sang neuf, une vision nouvelle, et de lancer... donc, je suis toujours un personnage de la saison 3, mais ce ne serait pas le main caractère, quoi. Je reste dans le casting, mais on va laisser de la lumière à des nouveaux acteurs. Ça t'a pas fait peur, ça, entre guillemets, tu vois? Enfin, tu vois, je trouve la décision assez noble, mais d'un autre côté, sur une boîte, enfin, si t'as été toujours serein, t'as hésité, Non, c'est pour ton propre équilibre. Ouais, c'est un peu parce les deux. que voilà, on dit quand même que l'entrepreneuriat est quand même quelque chose de dur, de prenant. C'est pour ton équilibre perso, c'est pour l'intérêt de la boîte, c'est un peu des deux. Non, c'est sûr qu'il y a une réflexion perso. Moi, je me suis rendu compte en refaisant le film que j'avais fait beaucoup de choses intenses dans ma vie. 2 ans de prépa, c'est intense. Faire du droit en parallèle de l'ESSEC, c'était intense. Faire Sciences Po en plus, c'était encore se rajouter un truc. Faire 6 ans de banque d'affaires, c'était intense. Partir de zéro pour entreprendre. Donc effectivement, peut-être que j'aspire à respirer et à ralentir. Deuxième élément de contexte, c'est que moi j'ai décidé de déménager dans le Pays Basque en 2022. Donc j'ai aussi assumé ça. Et c'était encore la mode du télétravail, etc. Mais quoi qu'on en dise, quand on n'est pas sur le pont du lundi au vendredi, en mode exemplaire, à tenir le drapeau, probablement que ça cascade un peu sur l'organisation. Donc là, j'avais la volonté avec mon board de remettre quelqu'un sur le pont du lundi au vendredi à Paris pour tenir le bureau, ramener un peu du monde au bureau, remettre la boîte sur les rails, etc. Donc, et moi, j'étais pas prêt à faire le switch back, de revenir Je fais déjà 3 jours de nuit à Paris chaque semaine. C'était un peu le max de ce que je pouvais tirer en équilibre pro-perso. Donc je trouvais que c'était fair enough, comme on dit en bon anglicisme, de ramener un CEO qui arrive le couteau entre les dents et qui remet la boîte un peu dans une seringue. Et moi, j'avais pas l'énergie de refaire ça. J'avais pas l'énergie de dire, attends, ok, je vais assumer d'être là du lundi au vendredi et de relancer la machine. Sur ce sujet de l'engagement, de l'impact, si tu reprends ta casquette Impact France, enfin, quel est le regard que tu portes là aujourd'hui ou sur l'évolution finalement que ce sujet a pris dans l'esprit du grand public, dans l'esprit des entrepreneurs Il y a un mouvement de balancier qu'on voyait pas forcément venir. Nous, on pensait qu'on avait vraiment fait le plus dur. Avec à la fois la création de quelques pionniers dont on fait partie, on n'est pas les seuls. J'ai cité Too Good To Go, il y a Back Market, il y a Le Bon Coin, il y avait une Vestiaire Collective, mais même des boîtes plus traditionnelles comme le groupe SOS, Ares. On était plusieurs à avoir montré maintenant qu'on pouvait allier impact et croissance, on pouvait créer des vraies boîtes qui fassent 10, 20, 30, 100, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur des sujets à impact, d'insertion. Donc j'avais le sentiment qu'on avait fait le plus dur, qu'on avait montré la voie. J'avais le sentiment qu'on avait aussi un peu pollinisé les grands comptes et que nous, on avait fait notre job de poisson pilote, d'incarner cette voie médiane, mais que c'était aussi repris par des grands comptes et que, tu vois, au mouvement Impact France, au début, c'était vraiment que des pionniers et des gens assez militants.
Et puis progressivement, on a vu dans les adhérents des Truffaut, l'Occitan en Provence, la SNCF est devenue adhérent, la Maïf. Tu vois, c'était des signaux assez positifs. Et Biocop, d'avoir des gros groupes comme ça, des vraies alternatives sincères et portées à des modèles traditionnels. Donc je me dis, bon, ça y est, on a enclenché la bascule, quoi. Il y a des petits pionniers hyper engagés qui ont embarqué dans leur sillon des gros groupes. Donc ça crédibilise le propos et ça montre qu'on n'est plus en train de faire joule dans le bac à sable, mais qu'on pèse un peu plus lourd, quoi. Parce que jusqu'à présent, on n'était pas crédible parce que le MEDEF pesait des millions d'emplois et que nous, on était les petits sur l'Uberlu qui prêchaient dans le désert avec des gens militants écolos. Mais je trouve que voilà. Et puis après, on avait aussi pas mal pesé sur tout le paquet réglementaire français et européen. Et puis effectivement, il y a eu cette petite reculade avec la CSRD et le retour en arrière en tout cas l'allègement des contraintes de reporting extra-financier. Moi, ce que je constate, c'est que c'est dur. On pensait qu'on avait tous du vent dans les voiles et que les sujets d'impact social et environnemental, ça allait être un peu le next big thing, avec des financements, plein de talents qui convergeaient vers ces métiers-là, plein de besoins. Et puis en fait, je constate que les entrepreneurs sociaux et environnementaux, ils galèrent. C'est dur de lever des fonds, c'est dur de recruter, c'est dur de signer des contrats. Les clauses sociales et environnementales dans les appels d'offres ne sont pas forcément bien valorisées. Donc la bataille n'est pas gagnée, non, clairement pas. Il y a encore beaucoup de boulot. Et il faut qu'on continue à crier fort parce que sinon on va se faire éteindre. Sur les sources d'inspiration, les sources de formation en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, comment tu continues est-ce que c'est déjà, est-ce que tu considères ça comme un enjeu pour toi ? Ouais. Comment est-ce que tu continues de te former ? Comment est-ce que tu t'inspires ? Quel type de contenu tu lis ? Enfin voilà, comment est-ce qu'on gère ça quand finalement on est en haut de l'entreprise ? Ouais. Alors moi j'avais pendant longtemps j'étais déjà on était 2 cofondateurs, donc on faisait un peu de ping-pong, j'avais un sparring partner et c'était chouette de pouvoir échanger et se challenger. Quand je suis devenu tout seul, quand je suis passé tout seul à la tête de la boîte, je me suis dit ok, il va me manquer ça. Donc même si j'avais un comex, j'étais en quête quand même d'un sparring partner. Et pendant longtemps, je sais que tu es assez sportif, mais pendant longtemps j'étais pour de mauvaises raisons, j'étais un peu averse au coaching, au mentoring et tout. Je trouvais ça, je sais pas, peut-être un aveu de faiblesse, un aveu d'échec. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, tous les grands sportifs ont un coach et que c'est probablement la bonne façon, la seule façon de rester, d'atteindre l'excellence et d'y rester. Et donc, j'ai fini par faire ça. J'ai fini par prendre un coach. J'en ai essayé 2 d'ailleurs. Coach de dirigeant, je trouvais ça super. Et un mentor qui est devenu Independent Board Member, qui est un ancien entrepreneur qui avait un peu vu le film, quoi, du start au scale, à la revente, etc. Ouais. Et ça, c'était super. Ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, le premier truc, c'est ça, bien s'entourer. Et le deuxième truc sur lequel je suis hyper clair, ce qui m'a le plus aidé de très loin dans l'entrepreneuriat, c'est l'échange entre pairs. Donc l'échange avec d'autres entrepreneurs. Beaucoup plus que n'importe quel incubateur ou n'importe quelle formation descendante ou n'importe quel programme d'accélération un peu scolaire, un peu formaté et tout. Je trouve que parler à des entrepreneurs qui sont soit au même niveau que toi et qui partagent les mêmes galères, les mêmes stress, les mêmes problèmes, mais parfois en décalé et qui peuvent te dire moi j'ai eu exactement ça, j'ai géré un prud'homme, tu peux appeler telle avocate sociale, voilà. Ou je alors suis pas seul, quoi. Ouais, voilà. Et puis même juste partager des bonnes pratiques, tiens, cherche des bureaux, je lâche mes bureaux dans le 17e, vas-y fonce. Et soit parler à des gens qui sont encore une fois en horizontal sur les mêmes séquences que toi, soit parler à des gens qui sont à l'étage du dessus et qui peuvent te dire quand tu es en start, quand tu es en phase d'amorçage, ils peuvent te dire moi quand j'en étais là j'ai fait ça, ça, ça et ça. Et ça c'est hyper précieux, c'est un truc que je retrouve dans un réseau qui s'appelle le Galion. Qui est une sorte de think tank des entrepreneurs de la tech, qui a été fondé par notamment Jean-Baptiste Rudel de Criteo, également Agathe Vautier et Frédéric Mazella, Blablacar, au cursus communisé de Presse Ministère. Ouais. Donc voilà, ils ont réuni, fédéré à peu près 500 entrepreneurs, qui sont une population assez homogène d'hommes et de femmes entrepreneurs, plutôt digitaux, plutôt drivés hyper-croissance, levée de fonds, mais du coup ça fait une population pas très diverse, mais qui partage plein de problématiques, plein de bons plans, plein d'entraide. Et ça m'a vachement aidé à y voir plus clair. Et comme on dit souvent, quand tu te regardes, tu te désoles, mais quand tu te compares, tu te consoles. Et donc, tu vois, voir que tout le monde galère, que tout le monde a les mêmes problématiques au même moment, de changement de culture, de désengagement, de croissance, de rentabilité, ça rassure. T'es pas moins bon qu'un autre. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ouais.
Merci beaucoup Jean d'avoir pris le temps de nous raconter ton Tout histoire et pour ce moment d'inspiration. Je te souhaite le meilleur pour cette 3e saison de Phoenix, et pour toi et pour tes salariés, et puis pour vous qui nous écoutez, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Jean. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.